Je suis toujours sans nouvelles et je m'ennuie bien de ne pas savoir ce que vous faites et ce que vous devenez. J'espère qu'il n'en est pas de même pour vous et que vous recevez les uns et les autres les nouvelles que je vous donne journellement. Pour moi, ne t'inquiète pas, je suis très bien portant, et si ce n'était l'ennui d'être si loin de vous, le moral est excellent. Nous sommes ici dans une très forte position. Verdun, hérissé de forts, de canons et de fusils, est absolument imprenable, et nous espérons bien voir de quelle façon les Allemands recevront les prunes d'Agen que nous leur réservons. Ma compagnie est aux tranchées de première ligne. C'est un honneur dont nous sommes fiers. Ma section occupe une très forte position, et la tranchée que je fais faire est presque un petit fort. Bien à l'abri, nous pouvons arrêter là un régiment, et pas un homme n'arriverait jusqu'à nous. Quelle belle fricassée de Prusco nous allons faire, je l'espère bien. Mais viendront-ils? Quelle brave population que ces gens de l'Est. Nous leur mettons leur pays à sac, et personne ne se plaint, donnant tout ce qu'ils ont. Nous ne manquons de rien, la troupe est bien nourrie, et nous prenons goût au rata, au bouillon et au jus, le café. Nous pensons rester ici un bon moment, mais comptons bien malgré tout aller en Alsace et en Lorraine. Nous avons bonne confiance, quoique n'ayant aucune nouvelle de ce qui se passe. Nous sommes tous animés d'une belle ardeur, sentant tous que nous défendons la bonne cause. Ne craignez rien pour moi, et ayez autant de confiance que j'en ai, tout va bien. Le seul ennui ici, c'est que nous dormons peu. Le réveil a lieu à 3 heures du matin, et entre-temps le sommeil est coupé par des alertes. C'est une vie très intéressante, je redeviens soldat dans l'âme. Hier, le général-gouverneur de Verdun a porté à la connaissance des troupes la belle défense de Liège et de Namur, le débarquement de l'armée anglaise à Calais, la prise des différents bateaux allemands, etc. Mais sur les armées françaises, nous ne savons rien. Il n'est rien dit. Malgré cela, les hommes restent calmes et se contentent des on-dit. Nous avons eu avant-hier, à 10 kilomètres d'ici, une compagnie de chasseurs à pied qui a eu 40 tués. Mais les Allemands ont été repoussés du village d'Étain. Tous les soirs, lorsque nous rentrons au cantonnement, la troupe ne peut plus sortir après 8 heures. Hier, comme je voulais aller prendre connaissance de la décision du gouverneur, je me suis habillé en civil. Comme je lisais à la lueur d'une bougie, les officiers sont arrivés. Ils ne m'ont pas reconnu et c'est moi qui leur ai fait la lecture de l'affiche. Je t'assure que nous avons tous ri. J'étais avec le propriétaire de notre cantonnement, qui est un très brave homme. Tu vois, ne t'inquiète pas. Nous n'avons qu'une crainte, c'est que les Allemands ne viennent pas jusqu'ici. Je pense bien à vous, ma chère Suzanne, à toi, mes petits, à mère, à vous tous. Quand serons-nous réunis? Mais il ne s'agit pas de récriminer. Nous défendons une bonne et sainte cause. 11 août 1914. Comme je voudrais avoir des nouvelles ce soir, une bonne lettre de toi me ferait le plus grand plaisir. Mais puis-je l'espérer enfin? Les Allemands étaient à 15 kilomètres d'ici, mais ont été repoussés par un bataillon de chasseurs. Ils se conduisent comme des êtres ignobles. Ils sont indignes de compter parmi l'humanité. 2 jeunes gens ayant averti le commandant d'un bataillon de chasseurs de leur arrivée, ils les ont fusillés. Le père de ceux-ci rentrant des champs et apprenant l'assassinat de ses enfants, guetta le colonel qui l'a bâti ainsi qu'un autre officier. Un pot de guerre au pauvre village qui ne put le verser dans les délais voulus. Ils enfermèrent alors femmes, enfants, vieillards dans les maisons et y mirent le feu. Toutes ces ignominies leur porteront malheur. Nos jeunes soldats sont animés d'une ardeur telle que les officiers ne peuvent les retenir. Ils chargent à la baïonnette, à la grande terreur des Allemands. Lorsque le 166e nous vit arriver, ils étaient désolés de voir que nous occupions la même ligne qu'eux, et un jeune caporal me dit d'un air navré « Alors, vous allez y aller avant nous ?» La crainte ne sera pas justifiée, car ils vont partir prochainement. Depuis ce matin, nous voyons défiler le 5e corps. Il prend la direction de Metz. Je crois qu'il est question de donner l'attaque sur tout le front et de déformer leur ligne. Néanmoins, Metz étant considéré comme imprenable par la force, je crois que l'on ne s'y frottera pas. Sois sans crainte pour moi, nous resterons probablement ici et ne marcherons qu'après l'active et la réserve. Néanmoins, nous comptons bien en démolir quelques-uns. Hier, nous avons eu une petite cérémonie à l'église de Châtillon. Elle a été très réussie et nous aurons samedi une messe militaire, si toutefois les Allemands nous laissent tranquilles d'ici là. J'avais demandé au capitaine l'autorisation d'y aller lundi, ainsi que pour une 40aine d'hommes de ma compagnie. Celle-ci nous a été accordée de suite, ainsi qu'à l'autre compagnie territoriale. Nous aurons donc cette messe samedi à 9 heures, et puisque nous sommes si loin l'un de l'autre, nous nous rapprocherons par la prière. Comme je suis heureux de croire, ma chère Suzanne, je demande chaque jour à notre bon maître de stimuler ma foi et de me rendre plus fervent. Quelle consolation j'y trouve, car il n'est pas d'instant où, pensant à toi, à mes petits, à tous ceux que j'aime, ma pensée et mon cœur ne s'élèvent vers lui. Oui, je pense bien souvent à vous,
Et quand je songe que cette situation peut durer 2 ou 3 mois, je chasse rapidement cette idée car je n'ose y penser. Mais il le faut, et c'est avec résignation qu'il faut accepter ce sacrifice. Par ici, la vie du pays est complètement anéantie. Les habitants n'ont rien à eux, tout est réquisitionné. Il n'y a plus aucune circulation sur les routes, personne ne peut traverser les lignes. Ces gens sont admirables d'abnégation, ils sacrifient tout et se préparent à tout quitter lorsque l'autorité militaire l'exigera. Verdun est complètement évacué, femmes et enfants sont partis, ainsi que tous les hommes non valides. Il ne faut pas nourrir des bouches inutiles, tous ces gens n'emportant que l'indispensable, casant leurs meubles dans une même pièce et laissant toutes les autres à la disposition de l'autorité militaire. N'est-ce pas admirable et édifiant pour les autres ? Aéroplanes et dirigeables passent tranquillement au-dessus de nous, se dirigeant vers la frontière, mais aucun appareil allemand. Et mes chers petits, pensent-ils quelquefois à papa ? Ah, comme je voudrais savoir ce que vous devenez tous. 12 août 1914. C'est de la tranchée que je t'écris. Je suis toujours sans nouvelles, espérant chaque soir en recevoir. Surtout écris-moi chaque jour. Cause-moi de toi, de mes chers petits, de mère, des Courneviens. Tu sais que mon cœur est tout à vous, et ce qui vous touche m'intéresse vivement. Surtout aie du courage et aie confiance. Dieu nous protégera. Je serais navré de te savoir sans énergie, d'autant plus qu'il nous faudra beaucoup de courage à l'un et à l'autre. Soigne-toi bien. Soigne bien les enfants. Ne néglige rien pour que je vous retrouve tous en bonne santé. Je me porte très bien, et nous sommes très bien nourris. Je n'ai pas encore touché mes provisions, les gardant pour les mauvais jours. Il y a quelques jours, ces sauvages de Germain, ayant eu 2 Uhlans tués en patrouille, le reste du régiment occupa les 2 villages dont les habitants avaient été coupables de tirer sur eux, Fléville et Affleville. Ils ont souillé les filles devant leur mère et ont mis le feu aux 2 villages. Voilà comment se conduisent ces maudites tons. Heureusement que ceci ne durera pas. La mobilisation est terminée et nous allons marcher de l'avant. C'est effrayant ce qu'il passe de régiment en ce moment. De grands coups ne sauraient tarder. Nous avons été pendant quelques jours en mauvaise posture et les officiers craignaient une attaque brusquée contre Verdun. Mais sois tranquille, aujourd'hui, il n'y a plus rien à craindre. Hier, nous avons eu la visite du général-gouverneur Coutenceau. Il est très bien, paraît très capable, mais il ne ménage pas les officiers. C'est un homme très énergique. Je finis ma lettre au cantonnement, je viens d'être appelé. J'ai reçu 4 lettres. Tu peux juger de ma joie, celle de mère des 7 et 8, et les 2 tiennes dont la recommandée. Ai-je besoin de te dire que je les ai dévorées, puis j'ai été à l'église faire une bonne prière. Tu me dis de ne pas les oublier matin et soir, mais il m'arrive de les commencer et de ne pas les finir. Songe que nous passons nos nuits dans les tranchées, ou bien nous sommes debout à 3 heures. Mais ceci n'a pas grande importance. Dieu me pardonnera. L'intention y est, de plus, ma pensée s'élève souvent vers lui, et ceci chaque fois que je pense à vous. En tout cas, sois tranquille. Ma foi s'affermit chaque jour davantage, et j'en éprouve une indicible joie. 15 août 1914. Nous avons quitté Châtillon hier, à mon grand regret, et avons échoué aux casernes Chevert, dans le camp retranché même. Ici, il n'y a que caserne sur caserne, baraquement sur baraquement. Tu ne peux t'imaginer l'importance de cette place. C'est absolument extraordinaire. Tous ces forts, toutes ces redoutes, tous ces emplacements de batteries, ces poudrières reliées par un chemin de fer spécial, par un téléphone. C'est d'une conception merveilleuse et qui donne confiance. Une grande action se prépare par ici, et ce peu vous en entendrez causer. C'est effrayant ce qu'il y a de troupes en marche. Quelle activité! Ce matin donc, nous n'avons pu aller à la messe, ainsi que le capitaine nous l'avait promis. Nous avons dû aller faire de nouveaux travaux de protection. Nous nous appartenons peu, pour ne pas dire pas du tout. Je l'ai bien regretté, et aurais été heureux d'assister à la cérémonie que nous avions organisée à Châtillon. J'espère néanmoins obtenir une matinée du capitaine, et je descendrai à Verdun, qui est à une dizaine de kilomètres. Il y a des moments, ma chère grande, où j'éprouve de la lassitude et du découragement. Il me semble que tout s'effondre autour de moi. Heureusement que cela ne dure pas. Malgré tout, il y a des heures bien pénibles, être si loin des siens, et pour combien de temps? Ah, si cela est dur pour les jeunes, comme ça l'est davantage à nos âges. Mais la cause est si sacrée que cela redonne du courage et qu'on accepte le sacrifice. Par contre, il y a des moments où l'on redevient jeune, l'on se croirait encore de l'active, et l'on recommence les blagues du jeune temps. Je pense bien à vous toutes. Il n'y a pas d'instant où ma pensée ne s'envole vers vous. Quand nous reverrons-nous? Quand et où? Oh mon Dieu, ayez pitié de nous. Que les malheurs de cette guerre retombent sur ceux qui l'ont voulu, mais épargnez-nous.
Embrasse bien mes chers petits que j'aime tant et tant. Cause-leur tout de même un peu de moi. Il ne faut pas qu'ils oublient papa. 17 août 1914. Je suis absolument navré de voir que tu ne reçois toujours pas de mes nouvelles. Il ne se passe pourtant pas de jour que je ne vous écrive les uns et aux autres, car n'est-ce pas ce qui me rapproche un peu de vous tous que j'aime tant? En tout cas, sois sans inquiétude lorsque tu recevras cette lettre. Je me porte très bien, malgré les nombreuses ondées que nous recevons, mais nous redevenons jeunes, l'eau glisse sur la capote et le moral reste excellent. Nous soignerons nos rhumatismes, souvenir de la campagne 1914, en rentrant. La mobilisation étant terminée et les jeunes troupes se portant en avant, notre rôle est actuellement moins important, occupé entièrement aux travaux de défense, tranchées, élagage, pose de pieux et réseaux barbelés, etc. Mais depuis 8 jours, il eût pu en être autrement si les Allemands avaient eu l'audace de tenter la fameuse attaque brusquée dont ils nous menaçaient depuis si longtemps. Nous étions alors aux premières lignes et aurions sérieusement trinqué. Nous sommes fiers du rôle qui a été donné au 15e et sommes toutes bien décidés à faire tout notre devoir. Mais maintenant, nous cédons la place aux jeunes et nous ne marcherons très probablement qu'en dernier ressort. Sois donc sans inquiétude, car il ne manque pas de jeunes troupes devant nous. Tu ne peux t'imaginer combien ce pays a déjà souffert. La plupart des récoltes sont saccagées, et par le passage des troupes, et par les travaux de défense et de protection, toutes les haies gênant les champs de tir abattus, les bois également, tous ces arbres couchés à terre et au feuillage flétri, donnent un aspect de tristesse indéfinissable. Ajoute à cela les barricades aux entrées du village, les maisons percées de meurtrières, tous les murs d'enclos ou de cimetières crénelés, tout cela sent bien la guerre. Mais toutes ces mesures ont été prises par précaution. Nos troupes avancent, et il n'y a aucun doute que les Allemands ne viennent jamais ici. Du reste, ils seraient bien reçus, je t'assure. Cette place est inabordable, et cette attaque leur coûterait cher. Tu as l'air de regretter que je n'ai pas emmené mon auto? À un aveu de Pontoise, qui fit des démarches, il fut répondu que si l'on acceptait tous les automobilistes avec leurs voitures, on priverait la France d'un corps d'armée de combattants. Et puis, il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est que les tirs au flanc et les embusqués sont déjà bien trop nombreux. Je ne serais pas fier du tout de passer pour un de ceux-là. Si j'eusse accepté avant, très bien, mais chercher à m'éclipser, je ne l'aurais pas voulu. Ceci n'empêche pas qu'au départ de l'an, lorsque j'ai appris que nous filions directement et si rapidement sur Verdun, j'ai éprouvé un serrement de cœur indéfinissable. Du reste, je n'ai pas été le seul, et cette sensation nous l'avons tous éprouvée. Quitter les siens le lundi soir, être équipé le mardi, et partir dès le mardi soir pour les premières lignes et dans quelles conditions, c'était avouer qu'on avait bien besoin de nous. Sans reculer à faire son devoir, l'on en éprouvait par moi quelquefois une certaine impression. Enfin, comme je te le répète, tout va bien, et soyez tous sans inquiétude à mon sujet. Moi aussi, ma bonne Suzanne, je me demande quand nous nous reverrons. Malgré tout, je ne crois pas que cette guerre dure longtemps. L'on travaille de notre côté avec méthode. Tous les jours, nous entendons le canon, et cet après-midi avec plus d'acharnement. Pour moi, le coup décisif ne saurait tarder. Je prie Dieu de donner la victoire à nos armes, et je ne doute pas, à l'entrain qui nous anime tous, au souffle patriotique qui nous soulève, que le bon Dieu est des nôtres. 24 août 1914. Le canon tonne sans discontinuer depuis 5 jours, et nous attendons l'ordre du départ. Quand donc les verrons-nous, ces casques à pointe? Ils se conduisent de façon épouvantable et méritent un châtiment exemplaire. Ils font marcher les femmes et les enfants de nos campagnes devant leurs troupes afin que nous ne puissions tirer sur eux. Aux environs de Spincourt, un pharmacien ayant aidé le maire de son village à quitter le pays, ils le fusillèrent sous les yeux de sa femme et de ses 5 enfants. Sur les champs de bataille, ils lèvent la crosse en l'air pour se rendre, et lorsqu'on est à 40 mètres d'eux, ils se couchent, démasquant ainsi les mitrailleuses qui fauchent tout. Ah, cette guerre, quelle horreur! C'est un sauve-qui-peut général et continuel. Les villages de la plaine de la Veuvre sont sacrifiés. Il faut amener ces canailles sous les canons de Verdun pour les écraser entre les 2 mâchoires de la tenaille. Mais quel exode! C'est épouvantable. Dans leur effroi, les enfants partent sans leurs parents, et toutes ces charrettes où tous sont entassés pêle-mêle offrent un spectacle effrayant. Les enfants réclament leur mère, et celle-ci leur petit. Arrivé à Verdun, tout ce monde est dirigé sur Beauvais ou Compiègne. Ici, il n'y a d'autres femmes que celles de la Croix-Rouge. Le spectacle est bien triste, atrocement triste, et nous avons le cœur tenaillé. Mais il ne faut pas nous plaindre, nous qui avons tous les nôtres à l'abri. Ici, nous avons des collègues dont les villages sont incendiés. Hier, je voyais un sergent qui pleurait. Qu'avait-il? Les Allemands avaient ligoté sa sœur devant sa ferme pour l'avoir incendiée.
Lui-même avait appris que ses 2 fermes avaient été brûlées et était sans nouvelles de sa femme et de ses 2 fillettes. Ah, le pauvre garçon, comme je le plaignais, forcé de rester là et d'attendre. Combien chaque coup de canon devait lui déchirer le cœur. Ah oui, ne nous plaignons pas, songeons à tous ceux qui souffrent plus que nous. De ces scènes, je t'en raconterai jusqu'à demain. Nous assistons à tout cela, la rage au cœur et avec l'espoir de vaincre. Ne vous inquiétez pas, comme je te l'ai dit, le plan est certainement de les attirer dans la souricière. Puis lorsqu'ils seront tenus en respect par les forts de Verdun, les corps d'armée de droite et de gauche serreront la tenaille, et je t'assure qu'alors nous les tiendrons bien. Nous avons des chefs énergiques et capables qui ont toute notre confiance. Il n'y a lieu que d'espérer cette guerre. Nous ne l'avons pas voulu, nous avons le bon droit pour nous. Il ne s'agit pas d'implorer Dieu hypocritement, tel que l'ont fait les empereurs d'Allemagne et d'Autriche. La France fut certes bien coupable, mais elle défend une cause juste, et Dieu sera pour le juste. Voici le vaguemestre, je te quitte, car demain, où serons-nous ? Vendredi 28 août 1914. Depuis lundi, je n'ai pu écrire, ni aux uns ni aux autres, car nous venons de passer là de rudes journées, mais tout s'est bien passé. La vaillance de nos petits troupiers et nos excellents canons de 75 ont triomphé de la discipline et de la merveilleuse organisation des Allemands. Ceux-ci ont été repoussés avec des pertes énormes, et depuis mercredi, nous n'en entendons plus causer. Lundi, comme je te l'ai écrit, nous attendions l'ordre de partir et de nous porter en avant. Cet ordre parvint à minuit. Alerte et départ, nous allons occuper des tranchées en avant de Châtillon. Nous y arrivions vers 3 heures. Ma tranchée est malheureusement pleine d'eau, et il y en a 30 à 40 cm de profondeur, mais la petite banquette que nous y avons faite évite que nous nous mouillions trop les pieds. À cette heure matinale, ce bain de pied n'avait rien de tentant. Dès notre arrivée, le canon s'est fait entendre avec plus d'intensité. Il n'avait pas cessé de la nuit. Enfin, nous les attendons, et cette fois, nous espérons bien en descendre quelques-uns. Nous avons eu alors l'ordre d'établir une autre tranchée plus fortement construite, avec abri contre les shrapnels. Celle-ci domine toute la peine et nous allons assister à toute la bataille. Nous sommes à 3 ou 4 kilomètres au plus de la ligne de feu. Nous sommes là comme dans une loge et voyons tous les mouvements, distinguant le feu des batteries et le point d'arrivée des obus. Ah, ces heures d'attente au milieu du vacarme effroyable de la canonnade et de la fusillade. La vision de ces villages en feu et de tout ce que l'on ne voit pas, mais que le cœur devine, blessé, mourant. De cet exode de paysans qui fuient, apeurés, sans ordre, à peine vêtus, les uns pêle-mêle dans des charrettes vétustes, puisque toutes celles qui avaient de quelque valeur ont été réquisitionnées. Femmes poussant des voitures d'enfants dans lesquelles sont les derniers nés, mais autour desquelles se pelotonne toute la nichée. Vieillards poussant devant eux vaches et cochons. Ah, cette fuite éperdue, les lamentations de tous ces pauvres gens, les pleurs de tous ces petits que l'on voudrait prendre un à un et consoler de son mieux. Ah, l'affreuse vision. Puis voici un convoi de vivres et de munitions qui s'avance et croise toutes ces misères. C'est tout Paris qui passe. Madeleine-Bastille, Clichy-Odéon, Gare du Nord, boulevard de Vaugirard, la BM, la Belle Jardinière, Félix Potin, et les lazis, les colibets reprennent. Hé, sergent, je vous offre l'apéritif chez Pousset. Puis nous prendrons l'autobus Gare du Nord pour aller prendre notre train pour Saint-Denis. Ah oui, mais quand? Mais la fusillade se rapproche. Les nôtres faiblissent. Nous allons enfin donner. Vain espoir. L'artillerie est renforcée et notre petit canon de 75 fauche tout. En 1 heure, la plaine est nettoyée et notre infanterie les poursuit dans leur retraite, les fusillant comme des lapins. Il est 18h30. La voix du canon s'éloigne. Les Allemands ont été repoussés à 15 kilomètres. C'est à ce moment que l'on m'apporte ta dépêche. Ah, ma pauvre Suzanne, comment peux-tu songer à venir jusqu'ici? Ceci est d'abord impossible. Le moment est mal choisi. Puis arrivé en gare de Verdun, la prévôté te cueillerait et te ferait reprendre le premier train à destination de Paris. Moralement, cette visite serait désastreuse. Et je t'avoue que ni les uns ni les autres, nous ne la désirons. Il faudrait repasser les mauvais moments de la séparation, et cela ne ferait qu'amollir le courage dont nous avons tant besoin en ce moment. Et pourquoi? Pour nous voir 1 heure, 2 heures au plus? C'est que Chevert n'est pas à Verdun. Nous sommes ici en arrière des forts, mais à 6 kilomètres au moins de Verdun, où aucun de nous n'a le droit d'aller. Nous sommes en guerre, et ne nous appartenons pas. Il ne faut donc pas songer à ce voyage. Je me porte à merveille. J'ai une vraie mine de turc. Je suis plein de courage et d'endurance, et suis entouré de bons camarades. Ne te crée donc aucun souci. La séparation est déjà assez douloureuse. Il ne faut pas encore l'aggraver par des tourments imaginaires. Aie courage et confiance. Notre croyance doit nous y aider. Quant à moi, je me confie à Dieu et le remercie de l'épreuve expiatoire qu'il m'envoie.
Mais plaignons de tout cœur tous ces braves gens qui pensent tout comme moi, sans avoir le même idéal. Je reprends mon récit. La nuit vint donc, et nous la passâmes dans les tranchées, sans fermer l'œil, et sous une pluie battante. Nous étions trempés, mais nous étions aussi préoccupés par la proximité du danger, et la vue des 6 villages qui flambaient devant nous, Spincourt, Feumois, Étain, Varques, etc., que nous n'y pensions pas trop, à part quelques rouspéteurs. N'était-ce pas un peu à notre tour d'être à la peine pour permettre aux troupes qui avaient combattu et qui rentraient harassées de se reposer? Le soleil paraît enfin splendide, et cela nous permet de nous sécher et de nous dégourdir. Pas pour longtemps, car la pluie reprend dans l'après-midi. Je fus alors commandé pour aller à Châtillon. Quel spectacle m'y attendait! Tous les régiments ayant combattu, ou presque, s'y trouvaient pêle-mêle, blessés et hommes valides, l'un montrant la balle qu'il avait reçue dans le bras, l'autre dans la jambe, les autres montrant des ecchymoses produites par des éclats de shrapnel, les hommes valides laissant voir leurs trophées, casques, sabres, épaulettes, coupe-choux, sacs, marmites, fusils, etc. Tous pleins de boue, dans un état de surexcitation inimaginable. C'est encore là un tableau que je n'oublierai jamais. En général, à part certains régiments qui ont beaucoup souffert, il y a peu de tués et les blessures sont peu graves, en général dans les membres. Quant à leurs projectiles d'artillerie, leur effet est loin d'atteindre celui des nôtres. Beaucoup d'hommes en reçoivent des éclats qui ne produisent que des meurtrissures. Nos troupes se sont vaillamment conduites, à part les régiments du Midi. Ces gens n'ont que du bagout. Des exemples vont être faits, et les hommes convaincus d'abandon de leur poste fusillés. Cet exemple est nécessaire et sera salutaire. Parmi le régiment d'artillerie, il s'est trouvé des hommes assez lâches pour couper les traits de leurs chevaux et abandonner ainsi leurs pièces et les servants, qui fort heureusement ne sont pas tombés dans les mains des Allemands. Ceux-ci ne vont pas y couper, peuvent s'apprêter à s'aligner le long du mur. Ils l'auront bien mérité. Nous sommes restés ainsi aux tranchées 2 jours et 2 nuits, sans donner, puis nous y avons été remplacés et nous sommes rentrés à Chevert. Il nous a été cité des exemples de bravoure dignes des anciens. Heureusement que nous ne sommes pas tous de Thé et de Tarascon. Mais ces régiments vont être doublement punis, car ils vont être remis aux premières lignes. Je n'ai jamais eu beaucoup de confiance dans ces gens du Midi, qui nous gouvernent depuis 30 ans. J'en ai de moins en moins. Je t'écris des travaux que nous effectuons en avant du fort de Moulainville. Tous les petits pays qui se trouvent au pied des forts doivent évacuer, et l'exode continue. C'est une mesure de prudence dont il faut féliciter le général-gouverneur, mais c'est navrant. Je viens de voir passer une femme tout en pleurs. Elle n'a pas de nouvelles de son mari qui est parti. Et elle quitte tout, chargée de paquets, un nourrisson dans les bras et une petite fille de 3 ans qui se traîne à côté d'elle. C'est affreux. Ma lettre est bien décousue. Je l'ai reprise 10 fois et je ne sais plus ce que j'écris. « 22 septembre 1914. Depuis ce matin, 3 heures, nous sommes sur le qui-vive, alerte. Quand sera sa dernière ? J'ai reçu ta bonne lettre du 27 août, dans laquelle tu me reproches de ne pas t'avoir avoué que nous manquions de pain quelquefois et que nous n'avions pas de vin. Si nous n'en étions que là, l'on voit que tu ne sais pas que l'eau est la boisson hygiénique du soldat. Du reste, même avec de l'argent, l'on ne peut en trouver. Dernièrement, j'ai pu en avoir quelques bouteilles, 3 à 2 francs 50. Mais il ne faut pas se plaindre à tort. Le service de l'intendance fonctionne régulièrement, à part quelques très rares à-coups. La viande est fraîche et bonne, néanmoins nous en sommes en général dégoûtés parce qu'elle manque de cuisson et qu'elle est mal préparée, ce qui nous provoque de la dysenterie. Le plus terrible, c'est le manque de sommeil et les nuits passées dehors au froid, au vent, à la pluie. Avant-hier au soir, j'étais de garde aux issues et comme il y avait beaucoup de mouvements de troupes, je suis resté de 7 heures du soir à 3 heures du matin, les pieds dans la boue, sous la pluie glaciale, une lanterne à la main pour éclairer 2 tranchées afin que les convois et les hommes ne tombent pas dedans. Je n'étais pas en bel état, certes, mais combien était plus triste le spectacle des malheureuses troupes qui passaient devant moi. Exténués, tous ces malheureux me demandaient la distance qui les séparait de leur cantonnement. Et si je n'ai pas répété plus de 1000 fois « Allons, les vieux, plus que tant de kilomètres pour tel endroit. Encore un peu de courage !» Les hommes du poste riaient de ma patience. Quant à moi, j'étais heureux de pouvoir leur dire un mot d'encouragement, ce qui n'empêche pas que si certains me disaient « Ah, merci, pote, t'es un frère », d'autres me disaient « Des sottises ». Cela, il est vrai, se faisait rabrouer par leurs camarades. Aujourd'hui, nous avons été rendre nos derniers devoirs à un malheureux petit sergent du 15e qui a été tué hier. Étant en reconnaissance, il a été blessé dans les reins et abandonné, à mon avis à tort, par le chef de reconnaissance. Revenus en force pour le chercher, ils le trouvèrent entièrement nu et la boîte crânienne entièrement défoncée à coups de crosse. Ce pauvre malheureux était affreux à voir. Quel bandit, quel sauvage que ces Allemands!
Comment peuvent-ils avoir le cœur d'achever un malheureux blessé? Ne cause pas de cette mort à madame G, R et L. Elles sont plutôt assez impressionnables, et il est préférable que leur mari leur en cause s'il le juge ainsi. Quant à moi, je te sais assez forte pour te dire tout ce qui se passe ici. Je préfère que tu ne doutes jamais de l'authenticité de ce que je t'écris. Le temps me semble parfois bien long. Déjà 51 jours que nous sommes séparés. Quand nous reverrons-nous tous? Voilà bientôt l'hiver, et de quelle manière aurons-nous passé l'été? Acceptons ce sacrifice comme les autres. 2 octobre 1914. J'ai eu la nuit dernière la bonne fortune de passer la nuit dans un lit avec des draps. Des draps, c'est un luxe que je n'ai jamais eu depuis le départ. Et quoiqu'ayant déjà servi à un médecin-major, tu vois qu'on ne devient pas très difficile. J'ai pu m'y étendre délicieusement. Je te vois d'ici faire la grimace. Sois tranquille, j'avais gardé mon caleçon et j'ai enlevé mes chaussettes. Tu ne saurais t'imaginer combien cela m'a paru agréable et combien j'ai bien reposé. Ceci grâce au père D, qui est vraiment un bien brave homme. Dernièrement, il m'avait donné 2 bons beefsteaks et la semaine dernière une côtelette de porc, que malheureusement je n'ai pu manger à cause de ma dysenterie. Rien de nouveau ici, les attaques sont moins fréquentes. Je me porte très bien pour le moment et la santé est de nouveau très satisfaisante, mais le froid se fait sentir de plus en plus et les nuits, surtout le matin, sont glaciales. L'hiver s'annonce précoce et ce n'est pas ce qui nous fait sourire le plus, d'autant plus qu'ici la température est fort différente de celle de Paris. Je comprends que les piou-piou de l'Est se plaignent du froid. Aujourd'hui, le canon se tait, et nous trouvons ce silence bizarre. Nous y sommes tant habitués. Ce village nous semble d'un calme inusité. Plus de sifflements d'obus, plus d'éclatements. Nous n'avons plus à lever la tête pour voir de quel côté vont les obus. Que veut dire ce silence? Nous qui nous attendions à un bombardement de Châtillon. Au revoir, ma bonne Suzanne. J'espère avoir au courrier une bonne lettre de toi. Espoir, espoir. 3 octobre 1914. Important mes vieux courriers hier. À part 2 lettres, ta lettre du 21 et une lettre de Madame C du 25. Remercie-la beaucoup, ainsi que Monsieur C. Je leur répondrai cet après-midi ou demain. J'ai reçu également des cartes du 7 de toi et de mère, du 12 de Louise et du 15 de toi. Rien d'étonnant que ce courrier de la première quinzaine de septembre ne nous parvienne que maintenant. À ce moment-là, Verdun était privé de toute communication. Il n'en est plus de même aujourd'hui, fort heureusement. Les nouvelles qui nous ont été données hier étaient excellentes. Le centre allemand complètement enfoncé. Espérons que le sol de notre chère France sera bientôt débarrassé de ces barbares. Ces maudites tons ont commis des atrocités abominables. Lundi dernier, nous avons eu encore un sergent blessé que nous n'avons pas pu ramener. Lorsque nous avons été le rechercher, nous n'avons plus trouvé qu'un affreux cadavre mutilé. Crâne défoncé à coups de crosse, yeux arrachés, une oreille coupée, le nez arraché, le corps traversé de coups de baïonnette. Ce malheureux était venu du Canada pour faire son devoir. C'est atroce, et l'on se demande comment au XXe siècle, en pleine Europe, il peut exister de pareils bandits. Ici, ce sont des Bavarois, et quand l'on songe que lorsque nous ramenons ici des leurs blessés, nous les soignons et les entourons de tous les soins. Lorsque ces brutes ont bu, ils ne connaissent aucune limite à leur brutalité. Il faut que l'on connaisse bien ces faits, afin de ne pas nous laisser attendrir bêtement. Il faut chasser loin de nous ces sophismes, tels que celui-ci. Nous faisons la guerre au militarisme allemand et non au peuple allemand. Par toutes les ignominies qu'il a commises, le peuple allemand s'est mis au banc de l'humanité. Il ne faut pas l'oublier. Un chien enragé se tue. Eh bien, ce peuple de sauvages doit être réduit à l'impuissance complète. En tout cas, n'oublions pas de soigner d'abord nos blessés et ne faisons pas de fausses sentimentalités en traitant les leurs avec trop de prévenance. Ah oui, il faudra que nos enfants sachent bien toutes les horreurs commises par ce peuple. Oui, il faudra se souvenir. Ici, tous les environs ne sont que ruines, et lorsqu'on passe dans un village, l'on est à se demander quel est le fléau qui a pu tout réduire ainsi. Lorsqu'ils ont eu des leurs tués par nos troupes dans un village, ils y viennent en fous, pillent tout, fusillent les vieillards qui n'ont pu fuir et mettent le feu au village. Oh, les êtres ignobles qui s'attaquent à tout ce qui doit être respecté ici-bas. J'ai vu par ta lettre du 21 que les heures passées à soulager les blessés qui arrivaient à la Courneuve vous ont profondément impressionné. Mais comment pourrait-il en être autrement? Je le comprends trop bien. Il en est de même pour moi lorsque je vois tous ces pauvres petits qui suivent péniblement leur mère dans l'Exode. Comment ne pas penser aux siens devant de telles désolations? À Odioumont, lors du bombardement de nuit,
Une pauvre vieille grand-mère qui avait la garde de ses 5 petits-enfants a été blessée avec 3 petits par un obus qui a éclaté dans leur chambre. Et toutes les misères, toutes les souffrances que nous ne connaîtrons jamais. C'est pourquoi nous devons redoubler de prières et demander à Dieu la fin de cette affreuse guerre. Puisse la France ne pas payer trop cher les fautes qu'elle a commises. Demandons-lui d'armer nos cœurs de courage, d'inspirer nos chefs et de nous donner la victoire finale. Je pense bien à vous tous, ma chère grande. Quand nous reverrons-nous? Quand verrai-je mes petits-os, mes chers petits-os? Ce bon temps viendra, espérons-le, et c'est alors que plus que jamais nous ne nous séparerons pas. Combien je suis heureux de ne l'avoir jamais fait, et d'avoir dans mon cœur tant de bons souvenirs que j'égrène chaque jour. Ah, les bons moments, les bons moments. 15 octobre 1914. Durant ces 2 jours d'avant-poste, tout s'est bien passé. Mais ces canailles d'Allemands brûlent tout en se retirant. Je n'ai partout qu'incendie sur incendie. Et combien de ces malheureux villages auraient été épargnés si nos soldats du Midi n'avaient pas lâché, ou pour mieux dire, n'avaient pas fui. À côté de cela, on voit des exemples de volonté et d'énergie qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Avant-hier soir, aux avant-postes, la sentinelle voyait arriver vers elle une ombre qui rampait. « Halte là, qui vive, France !» L'on se rapproche et que voit-on? Un malheureux soldat du 330e qui avait la jambe gauche brisée et labourée par un éclat d'obus. Cet héroïque soldat avait été blessé 4 jours avant à 5 kilomètres de là. Ne voulant pas être ramassé par les Allemands, il se ligota les 2 jambes ensemble afin que la jambe blessée ne le gênât pas et le fît moins souffrir. Puis, le jour, faisant le mort, la nuit il s'acheminait en rampant tel qu'un ver de terre du côté de nos lignes. Ce malheureux fit 5 kilomètres en 4 nuits, en se traînant ou en s'aidant de ses bras et restant 4 jours sans nourriture. Quel bel exemple de courage et de volonté! Si tu voyais combien est triste l'aspect de tous ces villages abandonnés complètement. Ici, c'est une maison qui avait reçu des obus et dont les murs sont effondrés. À côté, c'est une maison incendiée, quand le village ne l'est pas tout entier. Tout le reste est pillé. À l'intérieur, tout gît pêle-mêle, meubles brisés, linge, effets personnels. C'est horrible à voir et navrant. Photographies déchirées, couronnes de mariés, brassards de première communion, etc. Et tant de petits objets auxquels on tient tant. L'église du petit pays que nous occupons a été complètement détruite par les obus. Seuls les 4 pans de mur restaient droits. Chose curieuse, le chemin de la croix et presque toutes les statues étaient intactes. Avec un caporal, nous avons fait un bouquet dans le jardin du presbytère et l'avons mis au Sacré-Cœur. Puis, ayant eu quelques heures de libre, nous avons été remettre un peu d'ordre au presbytère. Les crucifix, les portes-images, les aubes, tout y gisait pêle-mêle avec les livres pieux. Sur la porte, nous y avons écrit l'inscription suivante. Cette demeure est sous la sauvegarde de tout Français qui se respecte. Ceci en prévision du passage des gars du Midi qui pillent au moins autant que les Allemands. Ici, nous vivons beaucoup sur le pays et tuons le bétail qui erre dans les champs. Personne ne pouvant les soigner, cochons, veaux, vaches, tout y passe. Surtout, soignez-vous bien et veille à nos chers petits-os. Quand nous reverrons-nous? Le temps paraît vraiment long. 74 jours déjà. Quelle séparation, et quand finira-t-elle? Et de déformer leurs lignes. Néanmoins, mettre ces temps considérés comme imprenables par la force, je crois que l'on ne s'y frottera pas. Sois sans crainte pour moi, nous resterons probablement ici, et ne marcherons qu'après l'active et la réserve. Néanmoins, nous comptons bien en démolir quelques-uns. Hier, nous avons eu une petite cérémonie à l'église de Châtillon. Elle a été très réussie, et nous aurons samedi une messe militaire, si toutefois les Allemands nous laissent tranquilles d'ici là. J'avais demandé au capitaine l'autorisation d'y aller lundi, ainsi que pour une 40aine d'hommes de ma compagnie. Celle-ci nous a été accordée de suite, ainsi qu'à l'autre compagnie territoriale. Nous aurons donc cette messe samedi à 9h, et puisque nous sommes si loin l'un de l'autre, nous nous rapprocherons par la prière. Comme je suis heureux de croire, ma chère Suzanne, je demande chaque jour à notre bon maître de stimuler ma foi et de me rendre plus fervent. Quelle consolation j'y trouve, car il n'est pas d'instant où, pensant à toi, à mes petits-os, à tous ceux que j'aime, ma pensée et mon cœur ne s'élèvent vers lui. Oui, je pense bien souvent à vous, et quand je songe que cette situation... Je suis toujours sans nouvelles et je m'ennuie bien de ne pas savoir ce que vous faites et ce que vous devenez. J'espère qu'il n'en est pas de même pour vous et que vous recevez les uns et les autres les nouvelles que je vous donne journellement. Pour moi, ne t'inquiète pas, je suis très bien portant, et si ce n'était l'ennui d'être si loin de vous, le moral est excellent. Nous sommes ici dans une très forte position. Verdun, hérissé de forts, de canons et de fusils, est absolument imprenable, et nous espérons bien voir de quelle façon les Allemands recevront les prunes d'Agen que nous leur réservons.
Ma compagnie est aux tranchées de première ligne. C'est un honneur dont nous sommes fiers. Ma section occupe une très forte position, et la tranchée que je fais faire est presque un petit fort. Bien à l'abri, nous pouvons arrêter là un régiment, et pas un homme n'arriverait jusqu'à nous. Quelle belle fricassée de Prusco nous allons faire, je l'espère bien. Mais viendront-ils? Quelle brave population que ces gens de l'Est. Nous leur mettons leur pays à sac, et personne ne se plaint, donnant tout ce qu'ils ont. Nous ne manquons de rien, la troupe est bien nourrie, et nous prenons goût au rata, au bouillon et au jus, le café. Nous pensons rester ici un bon moment, mais comptons bien malgré tout aller en Alsace et en Lorraine. Nous avons bonne confiance, quoique n'ayant aucune nouvelle de ce qui se passe. Nous sommes tous animés d'une belle ardeur, sentant tous que nous défendons la bonne cause. Ne craignez rien pour moi, et ayez autant de confiance que j'en ai, tout va bien. Le seul ennui ici, c'est que nous dormons peu. Le réveil a lieu à 3 heures du matin, et entre-temps le sommeil est coupé par des alertes. C'est une vie très intéressante, je redeviens soldat dans l'âme. Hier, le général-gouverneur de Verdun a porté à la connaissance des troupes la belle défense de Liège et de Namur, le débarquement de l'armée anglaise à Calais, la prise des différents bateaux allemands, etc. Mais sur les armées françaises, nous ne savons rien. Il n'est rien dit. Malgré cela, les hommes restent calmes et se contentent des on-dit. Nous avons eu avant-hier, à 10 kilomètres d'ici, une compagnie de chasseurs à pied qui a eu 40 tués. Mais les Allemands ont été repoussés du village d'Étain. Tous les soirs, lorsque nous rentrons au cantonnement, la troupe ne peut plus sortir après 8 heures. Hier, comme je voulais aller prendre connaissance de la décision du gouverneur, je me suis habillé en civil. Comme je lisais à la lueur d'une bougie, les officiers sont arrivés. Ils ne m'ont pas reconnu et c'est moi qui leur ai fait la lecture de l'affiche. Je t'assure que nous avons tous ri. J'étais avec le propriétaire de notre cantonnement, qui est un très brave homme. Tu vois, ne t'inquiète pas, nous n'avons qu'une crainte, c'est que les Allemands ne viennent pas jusqu'ici. Je pense bien à vous, ma chère Suzanne, à toi, mes petits, à mère, à vous tous. Quand serons-nous réunis? Mais il ne s'agit pas de récriminer, nous défendons une bonne et sainte cause. 11 août 1914. Comme je voudrais avoir des nouvelles ce soir, une bonne lettre de toi me ferait le plus grand plaisir. Mais puis-je l'espérer enfin? Les Allemands étaient à 15 kilomètres d'ici, mais ont été repoussés par un bataillon de chasseurs. Ils se conduisent comme des êtres ignobles. Ils sont indignes de compter parmi l'humanité. 2 jeunes gens ayant averti le commandant d'un bataillon de chasseurs de leur arrivée, ils les ont fusillés. Le père de ceux-ci rentrant des champs et apprenant l'assassinat de ses enfants, guetta le colonel qui l'a bâti ainsi qu'un autre officier. Un pot de guerre au pauvre village qui ne put le verser dans les délais voulus. Ils enfermèrent alors femmes, enfants, vieillards dans les maisons et y mirent le feu. Toutes ces ignominies leur porteront malheur. Nos jeunes soldats sont animés d'une ardeur telle que les officiers ne peuvent les retenir. Ils chargent à la baïonnette, à la grande terreur des Allemands. Lorsque le 166e nous vit arriver, ils étaient désolés de voir que nous occupions la même ligne qu'eux, et un jeune caporal me dit d'un air navré « Alors, vous allez y aller avant nous ?» La crainte ne sera pas justifiée, car ils vont partir prochainement. Depuis ce matin, nous voyons défiler le 5e corps. Il prend la direction de Metz. Je crois qu'il est question de donner l'attaque sur tout le front.